Magazine pluriel. Étienne Nabédé. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce magazine pluriel. En voici le sommaire. Le gouvernement s'est réuni jeudi dernier en Conseil des ministres. Des décisions, mais aussi des informations sur, entre autres, le budget, l'Agence nationale d'identification et la carte des scores du Millennium Challenge Corporation 2021 ont été donnés. Nous en parlons dans ce journal. Conflit éthiopien, des exactions contre les populations s'intensifient dans le Tigré. La situation pourrait rapidement devenir incontrôlable, prévient l'ONU. L'ONU qui craint de nombreuses victimes. Pour une transition apaisée au Togo, des travaux sont en cours pour la mise en place d'un couloir de transhumance dans la région des plateaux. C'est dans le cadre du projet d'appui à la mobilité du bétail pour un meilleur accès aux ressources et aux marchés en Afrique de l'Ouest. Notre invité Abdoul Djalilou Traoré, coordonnateur du projet, nous en parle. La musique, nous allons aussi en parler dans ce journal. Et nous recevons Dia Baba, musicien béninois. Sa particularité, la maîtrise des instruments traditionnels africains. Et puis, les échos du Palais Les Sports et la revue de presse à suivre également dans ce journal. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonjour. Le chef de l'État de la transition malienne, Ba Ndao, a rendu visite hier à son homologue togolais Faure Ssozomna-Gnassingbé. Cette visite de travail et d'amitié a offert l'occasion aux deux chefs d'État d'échanger sur la coopération entre leurs deux pays et sur les sujets d'intérêt commun, dont ceux liés à la paix et à la sécurité sous-régionale. Notons que cette visite de M. Ba Ndao s'inscrit dans le cadre d'une tournée qu'il a entreprise depuis jeudi et avec comme première escale le Ghana de Nana Akufo-Addo. Arrivé au Togo hier donc, le président de la transition malienne a visité le centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix au Togo. Réunion de travail ce vendredi hier donc au palais de la présidence de la République Karl Lomé. Les experts de transport aérien de l'Union africaine de la CEDEAO se sont réunis en visioconférence pour observer le 21e anniversaire de la journée de la décision de Yamoussoukro. Les travaux ont été présidés par la chef du gouvernement, Madame Tomiga Dogbe, représentant le chef de l'État, Faure Ssozomna-Gnassingbé. Léontine Antogima. 2 ans après l'Assemblée générale de l'Union africaine adoptant le marché unique du transport aérien africain MUTA que préside le chef de l'État Faure Ssozomna-Gnassingbé, les 34 pays signataires du marché s'accordent sur la nécessité de passer à la mise en œuvre de l'opérationnalisation de la Commission africaine de l'aviation civile, CAFAC, agence d'exécution de la décision de Yamoussoukro. Les travaux de ce jour ont planché sur la volonté d'inviter les autres communautés économiques régionales à travailler avec leurs États membres pour leur adhésion aux objectifs du MUTA, un levier du développement durable du transport aérien en Afrique. Colonel Latanyamo, directeur de l'Agence nationale de l'aviation civile, ANAC. On était 23 États. En moins de 2 ans, aujourd'hui nous sommes dans 34 États. Le marché unique du transport aérien est l'agenda 2063 parce que ensemble, nous serons forts. C'est-à-dire que les compagnies individuellement prises ne seront pas fortes, elles vont disparaître. Et encore, avec la pandémie actuellement du Covid-19, vous comprenez que la coopération devient très importante et même exigeante. Le message du président était clair. Nous devons nous mettre ensemble pour lutter contre cette pandémie et ensuite faire des économies d'échelle, engager les jeunes, faire la connectivité. Voilà l'avantage. Donc, l'UA, l'OACI, la CAFAC, AFRA, l'IATA, tous ont voulu écouter le message du chef de l'État, qui serait comme une feuille de route. La crise sanitaire actuelle ranime la volonté des dirigeants d'accélérer la conclusion du protocole de coopération avec l'agence d'exécution de la décision de Yamoussoukro. Victoire Tomiga Dogbe, chef du gouvernement. Nous sommes unanimes à reconnaître
que la situation reste difficilement tenable pour l'ensemble des compagnies dans le monde et que celles opérant en Afrique en souffrent encore plus. Et cette crise nous rappelle la nécessité d'une mise en œuvre entière de la décision de Yamoussoukro pour renforcer la compétitivité et la résilience du transport aérien sur notre continent. Mesdames et messieurs, il y a donc nécessité, mais urgence à accompagner toutes ces compagnies aériennes à se relever. Et le président de la République togolaise a ainsi suivi avec beaucoup d'attention la signature des accords visant à fournir un soutien institutionnel à l'agence d'exécution de la décision de Yamoussoukro. Ce soutien a non seulement permis de financer le déploiement des agents d'exécution, mais a été élargi pour inclure la fourniture d'une assistance technique aux États partis à l'engagement solennel au MUTA. Le MUTA, levier vital pour le bon fonctionnement de la zone continentale africaine de libre-échange, nécessite le soutien de tous les États africains, d'où l'appel du champion du MUTA, Faure Essozimna Gnassingbé, à l'endroit de ces pays qui hésitent encore à se joindre à la lutte pour la relance du transport aérien sur le continent africain. Troisième conseil des ministres du gouvernement Dogbe jeudi dernier, il a été largement consacré au budget 2021. Les grandes informations à retenir de ce budget seront, entre autres, la stratégie prudente opérée par l'exécutif dans un contexte d'incertitude, les importantes parts allouées aux secteurs sociaux. En outre, la politique de réduction des dépenses de l'État engagée en 2018 va s'accentuer en 2021 avec une économie de 11 milliards de francs CFA opérée sur les crédits de fonctionnement de tous les ministères et institutions afin de financer une part des projets et réformes contenues dans la feuille de route du gouvernement. Le Conseil a également examiné un projet de décret portant sur les attributions, l'organisation et le financement de l'Agence nationale d'identification ANID. Cette agence a pour but de faciliter la fourniture des services publics et sociaux par l'immatriculation biométrique des populations. Au cours d'une conférence de presse en marge du Conseil, le ministre de la Communication, des médias, porte-parole du gouvernement, est revenu sur les avantages de l'Agence nationale d'identification. Monsieur Akoda Ayew, que nous écoutons. L'ANID est une émanation de la loi sur la biométrie. La loi sur la biométrie a pour vocation de faciliter l'identification des Togolais. Vous savez, un individu a besoin d'une identité. Lorsque vous avez une identité, vous existez dans la société. Si vous n'avez pas d'identité, vous n'existez pas. Pour pouvoir accéder à divers services, des services sociaux, des services bancaires, il vous faut une identité. Alors le constat qui a été fait, c'est que l'approche classique qui consistait à utiliser non seulement l'état civil et puis la nationalité, la carte d'identité, n'est plus suffisante ou n'a pas donné tous les effets escomptés pour pouvoir enrôler toute la population. Donc aujourd'hui, pour renforcer cette approche-là, l'Agence nationale d'identification va être mise en place et elle va coordonner l'immatriculation de toutes les personnes vivant sur le territoire. Donc, les étrangers sont concernés, les Togolais sont concernés. Une fois que vous avez une identité, vous êtes rattaché forcément à un territoire, à une nationalité. Donc, l'une des solutions que vient porter cette agence, c'est la question de la patrie. Ministre Akoda Ayew, ministre de la Communication, des médias et porte-parole du gouvernement. Autre sujet évoqué par le Conseil des ministres, la carte des scores du Millennium Challenge Corporation MCC 2021, dont l'objectif est de réduire la pauvreté en favorisant la croissance économique. Sur la carte des scores 2021, le Togo, éligible au MCA, confirme davantage son statut de pays réformateur. Il valide cette année 15 indicateurs sur 20. Les indicateurs validés sont relatifs à la liberté économique, à la bonne gouvernance et à l'investissement dans le capital humain.
Quel impact le Togolais peut-il avoir sur son quotidien? Suivez donc la réponse de Christian Trimois, ministre en charge des droits de l'homme. Le Togo est le deuxième sur 25 pays qui étaient éligibles à ce programme. Et donc c'est un score important, c'est un score dont nous devons être fiers. Mais nous devons être fiers d'abord parce que ce score, au fond, c'est vrai, il rentre dans un processus MCC bien évidemment, mais ce sont des réformes qui ont été faites d'abord pour les Togolais. Vous avez vu les ambitions qui ont été exprimées par son Excellence Monsieur le Président de la République et qui nécessitent que nous changions énormément de façon de faire et en même temps de méthodologie dans la manière dont nous construisons le développement de notre pays. Donc ces réformes, c'est d'abord le résultat qui sont remarqués par nos amis, nos partenaires, sur les efforts que le Togo fait lui-même pour pouvoir atteindre ses propres objectifs. Le Togo avait déjà obtenu le threshold avec les excellents résultats que nous avions faits auparavant pour un montant de 35 millions de dollars si mes souvenirs sont bons. Et ce programme, pour voir qu'est-ce que ça donne concrètement sur la vie du Togolais individuellement, il était axé sur 2 points principaux. Le premier, c'est l'amélioration des TIC, toutes les technologies de l'information, de la communication. Et vous savez combien nos compatriotes sont demandeurs d'accès à Internet, améliorer la digitalisation. Toutes ces réformes sont faites dans le cadre, entre autres, de ce partenariat qui sera fait par le MCC. Et puis, il y a une deuxième branche de la réforme qui concernait la réforme du foncier. Et le threshold, par exemple, va mettre l'accent sur les réformes du foncier. Et vous savez tous les problèmes que nous avons sur le foncier, que nous avons commencé à résoudre, notamment avec la nouvelle loi adoptée depuis 2018 sur le foncier, et tous les efforts qui sont faits aujourd'hui pour la digitalisation de l'immatriculation. Nous avons évoqué également les efforts qui sont faits par le gouvernement depuis la loi rectificative 2020 pour réduire les frais d'immatriculation des immeubles. On est passé de 5% à 1,5%. Et donc, tous ces bons scores permettent aux Togolais d'avoir ce genre de résultats qui sont des résultats très concrets. Mais encore une fois, il s'agit d'abord de réformes que nous faisons pour améliorer nos propres objectifs, faire en sorte que nos compatriotes soient à l'aise en ce qui concerne le foncier, en ce qui concerne l'accès aux technologies de l'information et de la communication. On rappelle, la performance du Togo sur ces indicateurs a connu une amélioration constante d'année en année, passant de 7 indicateurs validés en 2015 à 15 indicateurs validés cette année. La rue Livingstone, qui relie la pharmacie Vigueur et la pharmacie Nation, et celle qui relie Livingstone à l'école primaire publique groupe C dans la commune Golfe 5 ont été officiellement ouvertes hier. La réalisation de ces ouvrages s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'infrastructure et de développement urbain PIDU. Les 10 ouvrages sont financés par la Banque mondiale à plus de 2 milliards de francs CFA. La représentante résidente du groupe de la Banque mondiale, Madame Hawa Sissé Ouagui, invite les usagers à en prendre soin. La réfection de ces rues que nous inaugurons ce jour est en ligne avec l'objectif de développement du PIDI qui est d'améliorer l'accès des populations aux infrastructures de base dans les quartiers relativement mal desservis. C'est un plaisir de voir que les travaux sont réalisés dans les délais avec des résultats excellents en termes de qualité. C'est l'occasion pour moi de remercier tous les acteurs impliqués dans la réalisation de ces ouvrages en le PIDU. Je voudrais particulièrement insister sur leur entretien afin d'assurer leur durabilité. C'est le ministre en charge de l'urbanisme qui a présidé cette cérémonie. M. Kofi Tcholenyanou a appelé les usagers à un engagement citoyen. Être aux côtés des micro, petites et moyennes entreprises togolaises, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD veut financer donc pour une durée de 6 mois ces entreprises fortement touchées par le coronavirus. Monsieur Mokhtar Fall, représentant résident adjoint du PNUD au Togo. Dans le cadre de la réponse socio-économique, nous avons mené une enquête qui a démontré que pratiquement plus de 90% des entreprises sont impactées, et particulièrement les toutes petites. Donc nous avons mobilisé des ressources propres avec notre partenaire agenceur des Nations Unies, Fonds d'équipement des Nations Unies, et nous avons ensemble conçu ce projet. Nous avons 350 millions de francs CFA que nous mettons à disposition pour identifier à peu près une cinquantaine de micro-entreprises. Ça va être un appel à proposition. Toutes les entreprises qui répondront aux critères vont être sélectionnées. L'objectif du PNUD est d'accroître la résilience économique du secteur privé et pour la mise en œuvre de l'initiative, 3 structures nationales, à savoir la Société Générale des Microfinances, l'Association
pour la promotion de l'excellence et KGD ont été mis à profit. La situation du Covid-19 au Togo, chiffre mis à jour hier 13 novembre 2020 à 19h55. Cas actifs 771. Cas guéris 1856, décès 60, cas confirmés au total 2627, nombre total des tests réalisés sur l'ensemble du territoire national 132 538. Le conflit en Éthiopie pourrait rapidement devenir incontrôlable. C'est du moins ce que prédit l'ONU, qui craint de nombreuses victimes, des destructions et des déplacements massifs des populations. D'après certaines ONG et certains réfugiés, les exactions s'intensifient dans le Tigré, surtout avec le massacre d'Éthiopiens appartenant à l'ethnie Amhara. Par ailleurs, l'Éthiopie accuse les forces du Tigré d'avoir tiré la nuit dernière des roquettes sur la région de l'Amhara. Le point avec Bénédicte Kanda. Cela fait maintenant 11 jours que les combats ont lieu dans la province du Tigré, au nord du pays. Les observateurs craignent une guerre de grande ampleur qui se déroule dans le silence et loin des regards depuis la coupure complète des télécommunications. Après le massacre de Maïkadra en début de semaine attribué aux soldats tigréens, les réfugiés passés au Soudan ont eux aussi fait part d'atrocités, d'exactions, de violences interethniques ainsi que civiles tombés sous les bombardements des forces gouvernementales. L'ONU s'alarme par la voix de sa haut-commissaire aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, qui parle d'éventuels crimes de guerre. Elle a réitéré son appel au cessez-le-feu, tout comme Tibor Nagy, le secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines. Les combats continuent pourtant dans le nord. Le ministre des Affaires étrangères, Demeke Mekonnen, estime même que la victoire sera très rapide. Avec ces massacres, les observateurs craignent une escalade des tensions interethniques. Bénédicte Kanda, dites-nous, dans cette crise, quelle pourrait donc être la situation des populations qui fuient ces zones de conflit? Eh bien, depuis 2 jours, les combats dans la région du Tigré ne sont plus audibles du côté soudanais. Mais les réfugiés continuent d'affluer chaque jour à la frontière. En moins d'une semaine, ils sont environ 15 000 à l'avoir franchi. Et toujours selon l'agence de l'ONU pour les réfugiés, près de la moitié sont des enfants. Dans l'urgence, des ONG ont installé quelques tentes, mais beaucoup dorment dans des abris de fortune ou à même le sol. Les autorités soudanaises ne souhaitent pas qu'ils s'installent aussi près de la frontière. Elles ont décidé de les transférer à 70 km de là, au sud, dans le camp d'Oum Rakouba. Le Croissant Rouge soudanais est à pied d'œuvre pour préparer le terrain. L'ONU a proposé d'affréter des avions pour les transporter, mais les équipes du Croissant Rouge affirment qu'il serait extrêmement compliqué de les faire atterrir aux alentours. Reste l'option de les transférer par la route. Certains sont déjà en chemin, mais le trajet prendrait une dizaine d'heures sur des routes chaotiques. Côté éthiopien, le Premier ministre Abiy Ahmed a assuré avoir repris le contrôle de la zone frontalière et appelé les réfugiés à rentrer au pays. Mais cela n'arrête pas l'exode d'une partie de la population éthiopienne vers le Soudan, qui craint de devoir accueillir jusqu'à 200 000 réfugiés dans les semaines qui viennent. Bénédicte Kanda. Climatique donc, une étude révèle que même si les émissions de gaz à effet de serre diminuaient de manière drastique, les températures mondiales continueraient d'augmenter pendant des siècles. 2 scientifiques norvégiens, auteurs d'une étude, ont modélisé l'effet de différentes réductions des émissions de gaz à effet de serre. Leur simulation du climat mondial concerne la période entre 1850 et 2500. Et le résultat montre qu'une augmentation considérable de la température et du niveau de la mer au niveau mondial semble difficile à éviter. Angèle Ontondi. Effectivement, les 2 chercheurs ont étudié 2 scénarios. Si les émissions de gaz culminaient dans les années 2030,
et diminuait jusqu'à atteindre 0 d'ici 2100, les températures mondiales seraient tout de même plus élevées de 3 degrés et le niveau de la mer plus haut de 3 mètres d'ici 2500 par rapport à 1850. Dans un monde où les émissions de gaz à effet de serre seraient réduites à 0 dès l'année 2020, les dégâts seraient tout de même considérables. Environ 3 degrés en plus là aussi et une augmentation du niveau de la mer d'environ 2,5 mètres. Cette inertie du système terrestre est due surtout à la fonte de la glace et du pergélisol arctique selon les chercheurs. Cette fonte, qui est déjà sérieusement enclenchée, entraîne plusieurs conséquences. Celle d'augmenter la concentration de vapeur d'eau, de dioxyde de carbone et de méthane dans l'atmosphère, mais celle aussi de réduire la zone de surface blanche. Or, le blanc réfléchit la lumière du soleil et atténue le réchauffement. Les scientifiques plaident alors pour un arrêt immédiat des émissions. Il faudrait en plus, selon eux, mettre en place des systèmes pour capturer et stocker le carbone afin d'échapper à une catastrophe climatique. Invité de ce journal à présent, un nouveau couloir de transhumance dans la région des Plateaux. Des travaux sont en cours de réalisation pour sa mise en place. Le dit couloir aura une longueur de 39 km et s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la mobilité du bétail pour un meilleur accès aux ressources et au marché en Afrique de l'Ouest. Ce couloir permettra d'offrir une zone en faveur du passage des bêtes et devrait réduire les conflits entre bergers et agriculteurs. Plus précisément, cette zone de transhumance a pu être réalisée grâce à l'initiative de l'ONG Entreprises, Territoires et Développement, qui a permis de rassembler des propriétaires terriens. Ceux-ci ont donc accepté le passage des bêtes sur le terrain en échange d'une compensation adéquate. Pour en savoir davantage, notre invité, M. Abdoul Jalilou Traoré, coordonnateur du projet d'appui à la mobilité du bétail pour un meilleur accès aux ressources et au marché en Afrique de l'Ouest, nous en parle. Il est au micro de Odette Pira. Monsieur Abdoul Jalilou Traoré, bonjour. Bonjour, madame. Alors, le traçage du couloir dans la région des Plateaux démarre en novembre prochain. Pourquoi une réunion technique de sécurisation? La réunion technique de sécurisation, donc, ça permet de rappeler l'ensemble des acteurs l'importance de la mobilité, d'échanger sur l'ensemble des dossiers techniques par rapport à la mobilité du bétail. Donc, avoir une vision commune de l'ensemble des acteurs sur les questions liées à la mobilité du bétail. Et donc, ça pourra renforcer l'apaisement de la transhumance. Voilà pourquoi nous sommes là pour échanger afin de pouvoir analyser les enjeux de la mobilité du bétail. Quels sont les acteurs qui doivent intervenir dans cette sécurisation? Oui, dans cette sécurisation, comme vous voyez à la présentation, il y a l'ensemble des acteurs. Il y a les autorités administratives, notamment les préfets, il y a les maires, il y a les autorités locales, il y a les chefs traditionnels, il y a les chefs de village, il y a les chefs cantons, il y a les présidents des comités cantonaux et villageois de développement, il y a les agriculteurs, il y a les éleveurs, il y a les pasteurs, il y a vous les journalistes, il y a également les responsables des directions techniques de l'État qui sont là, il y a le DE, il y a le fonds focal de la transhumance. Donc tous ces acteurs, ils vont contribuer à apaiser la transhumance. Sur quelle base ils ont été sélectionnés, tous ces acteurs? Tous ces acteurs ont été sélectionnés sur la base du fait qu'ils sont fortement impliqués dans l'agropastoralisme. Parce que quand je prends les chefs traditionnels, on ne peut pas faire un travail dans un village sans passer par le chef. On ne peut pas faire un travail dans une préfecture sans passer par le préfet. Donc tous ces acteurs-là, on ne peut pas parler de l'agriculture sans parler de la direction de l'agriculture, sans parler de l'ministère de l'agriculture. Donc tous ces acteurs-là sont impliqués fortement dans le phénomène de la production agropastorale. C'est pour cela qu'on les a invités. Qu'est-ce qui sera concrètement fait en matière de sécurisation sur ce couloir? Oui, sur le projet Pambama, comme je l'ai dit tantôt, le projet Pambama, c'est le projet d'appui à la mobilité du bétail pour un meilleur accès aux ressources et au marché. Et donc, la première partie, c'est le renforcement des capacités des acteurs. Donc, y compris le débat informé, on a fait des formations sur comment négocier les parcelles, parce que pour
pour négocier, il y a des systèmes, il y a des techniques de négociation, parce que la négociation, c'est un processus de communication qui demande à se connaître des acteurs. Il y a des tactiques qu'il faut utiliser pour pouvoir faire la négociation. Donc ça rentre dans la première partie. Donc la formation, la négociation, comme on est en train de faire aujourd'hui, ça c'est déjà déroulé. Maintenant, la deuxième partie du projet, c'est de faire la promotion de l'agropastoralisme. Et quand on dit faire la promotion de l'agropastoralisme, il faut donc mettre en place les infrastructures, notamment construire des marchés à bétail. Donc dans ce projet-là, on doit construire des marchés à bétail. Il faut également mettre en place les pistes de passage des animaux, les pistes de transhumance. Donc ça aussi, ça sera fait. Il faut mettre en place les mares d'eau. Il faut mettre en place des postes de vétérinaires pour pouvoir contrôler la santé des animaux. Et mettre également en place les aires de pâture. Donc c'est tout ça là qui va rentrer dans le deuxième volet. Et le troisième volet, maintenant, c'est-à-dire le troisième objectif, c'est de consolider la mobilité transfrontalière. Parce que ce qui se passe chez nous ici, ça se passe dans des autres pays, au Bénin, au Ghana, au Burkina, partout. Donc il faudrait qu'on mette en place les cadres de concertation de part et d'autre des frontières afin que les acteurs puissent s'échanger des informations à temps réel. Lorsque les mouvements arrivent du côté du Bénin, il faudrait que les cadres qui sont ici soient informés. On aura également à mettre en place ce qu'on appelle l'intercommunalité, parce qu'il faudrait avoir une association, parce que les bœufs vont par exemple quitter la zone d'Asrama, mais le marché à bétail à Ontiens. Donc il faudrait qu'on essaie d'associer l'ensemble des acteurs. Donc là où les pistes passent, là où il y a les infrastructures marchandes, pour qu'ensemble ils puissent avoir une association qui va les permettre de gérer d'une manière globale les questions de la transhumance. Monsieur Traoré, sécurisation des travaux, oui, mais jusqu'à quand? Tout dernièrement, on est passé avec les entrepreneurs, on a passé voir les préfets, on a passé voir les maires, on a vu l'ensemble des acteurs et on a fait la remise des sites, puisqu'on a déjà fait sélectionner les entrepreneurs. Donc on a fait la remise des sites et donc le travail va commencer bientôt. Donc en principe, le contrat a été signé pour octobre, a commencé à octobre, mais nous avons vu qu'avec les changements climatiques, il y a encore les pluies. Donc ça sera un peu rallongé, mais de toutes les façons, le contrat court déjà, mais qui sera un peu rallongé, mais c'est pour une durée de 2 à 3 mois. 2 mois pour les mares d'eau et 3 mois pour la mise en place des balises pour pouvoir délimiter les pistes à bétail. Alors dites-nous pour terminer, est-ce que vous avez autre chose qu'on n'a pas abordé dans l'entretien? Comme je viens de le dire, il y a beaucoup d'acteurs qui se sont impliqués et donc j'ai un devoir. Et le devoir, c'est de remercier l'ensemble des acteurs. Mais je vais commencer par remercier le chef de l'État, son excellent fort, pour avoir su mettre en place un système de sécurité qui nous permet de vaquer librement à nos occupations. Parce que sans sécurité, on ne peut rien faire. Aucune vie humaine n'est possible sans la sécurité. Donc nous avons la sécurité. Et juste pour rappeler, dans les mobiles de la mobilité du bétail, l'insécurité fait que les gens viennent chez nous parce que nous avons de la sécurité. Donc c'est vraiment important que nous puissions remercier les autres autorités qui se battent chaque jour pour nous assurer cette sécurité. Au-delà de ça, je vais également remercier du fond du cœur l'ensemble des partenaires financiers, notamment l'Agence française de développement qui a su financer ce projet capital qui nous permet d'assurer, d'apaiser le mouvement des animaux. Il y a également l'Union européenne, il y a également l'Agence française de développement et il y a également Air France et nos partenaires techniques, notamment Acting for Life, qui nous appuient d'une manière technique pour pouvoir réaliser facilement la mise en œuvre. Puisque, il faudrait que je le rappelle, le pont-embarquement, ce n'est pas seulement au Togo, c'est dans 9 pays de l'Afrique de l'Ouest. Et au Togo, le pont-embarquement est mis en œuvre et dans les régions des plateaux, et dans la région de la Kara, et dans la région des savanes, et en partenariat avec d'autres partenaires qui sont la Fédération nationale des professionnels de la filière bétail et viande du Togo, donc la FENAPITO, et le GEVAPAF, donc c'est une ONG qui est également dans les questions de la transhumance et qui met en œuvre le même projet au niveau des savanes. Je vais également remercier tous les acteurs, notamment les préfets. Ça là, c'est vraiment important. Les préfets ont contribué beaucoup à la réussite de la transhumance parce que comme ils représentent les comités préfectoraux de transhumance, ils se sont impliqués davantage pour nous aider à arriver à réussir la mise en œuvre de ce projet-là. Il y a également l'ensemble des maires des communes, il y a les chefs de village qui ont également activement participé, surtout dans les négociations pour pouvoir sécuriser les pistes. Il y a l'ensemble des acteurs, notamment les acteurs d'agropastoralisme, il y a également les agriculteurs, tous ont contribué à vraiment à ce que la SAM marche. Et au chapeau de tout ça là, il y a le ministère de l'Agriculture avec la direction technique de l'État. Aujourd'hui, vous-même, vous avez vu, il y a la direction d'élevage qui est arrivée, il y a le point fédéral de la transhumance qui est arrivé, et tout ça là, ils sont venus de la direction, quoi. Donc, nous les remercions beaucoup pour leur implication parfaite en vue de la réussite de ce projet. Donc, au nom du directeur général de ETD, je remercie tous les partenaires et surtout vous, les journalistes, qui essaient de relayer l'information au-delà de nos frontières. Monsieur Abdoul Halil Traoré, merci. Merci beaucoup. Nous recevons également ce samedi comme invité Dia Babin. Il est musicien béninois et sa force et sa particularité résident dans la maîtrise des instruments traditionnels qu'il puise
dans la tradition africaine. Jah Baba prend part à un atelier de résidence depuis le 5 novembre dernier à l'espace Level à Lomé. C'est donc là que Gabriel Aïna l'a rencontré. Écoutons-le dans cet entretien. D'abord, bonsoir. Bonsoir. Vous maîtrisez les instruments de musique purement traditionnels. Alors, quels sont les quelques instruments que vous maîtrisez et qu'est-ce que cela vous fait de faire usage de ces instruments tout en les utilisant, pourquoi pas, dans la musique moderne? C'est des instruments que je maîtrise, qui j'ai mis beaucoup d'années. D'abord, c'est une partie de moi, parce que vous savez, dans la tradition africaine, tout se passe selon des lignées. Vous naissez dans une famille où ça se pratique, et puis vous avez ça, même quand vous n'apprenez pas. Maintenant, après, vous pouvez vous professionnaliser, vous pouvez travailler cela de sorte à ce que vous soyez en mesure de l'intégrer dans de la musique moderne. Parce que vous savez, tout instrument traditionnel en Afrique appartient à une divinité. C'est pour des cérémonies bien précises, c'est pour des circonstances bien précises, et c'est des hommes bien précis, c'est des hommes particuliers qui les jouent. Mais aujourd'hui, les choses ont été beaucoup plus souples, beaucoup plus flexibles, et on peut apprendre même à jouer des instruments qu'on jouait dans le sacré. Parce que vous savez, dans le sacré, il y a le culturel et le cultuel. Donc le culturel peut être appris par n'importe qui, et du coup c'est ça qui fait que n'importe qui aujourd'hui peut apprendre à jouer d'un instrument traditionnel, le jouer dans n'importe quelle musique s'il le peut. Est-ce qu'on peut dire que c'est au-delà du fait que c'est inné, c'est pour les initiés? Absolument, tous les instruments que je joue aujourd'hui, c'est en réalité pour des initiés, ce n'est pas tout le monde qui le joue. Jusqu'à là, je vous parle, ça demeure des instruments qui sont joués et mieux maîtrisés par les initiés, parce que ce qui se joue là-dessus, quand il s'agit du cadre culturel, c'est différent de ce qui se joue là-dessus quand il s'agit du cadre culturel. Parce que quand il s'agit du culturel, c'est des paroles qu'on prononce, c'est des incantations qu'on prononce, c'est des vibrations qu'on crée pour atteindre des objectifs bien précis dans un contexte bien précis. Aujourd'hui, le côté culturel est beaucoup plus mis en avant, et vous n'êtes pas forcément besoin d'être initié avant de pouvoir jouer cet instrument-là dans le cadre culturel. Vous comprenez? Mais toujours est-il que moi, dans mon cas, ça fait partie de ce que je suis. Ça fait partie de ma culture, c'est dans mon sang. Donc, du coup, vous comprenez que je suis un initié, un vrai. Et maintenant, en tant que musicien moderne, parce que je joue d'autres instruments modernes, je fais de la trompette, je fais du tuba, du piano aussi, et un peu de basse. Là, vous ajoutez tout cela? Oh oui, je joue à tous ces instruments-là. Je joue à la batterie aussi. Et du coup, je suis musicien professionnel, d'accord. Maintenant, dans le schéma traditionnel, puisque c'est dans le traditionnel qu'il y a l'originalité. Ah oui. Toute la musique, toute l'essence de la musique part de cette musique traditionnelle que nous avons, que vous et moi nous avons. Parce que c'est ça même qui a été exporté vers l'Occident, l'outre-mer, et qui a été travaillé et élaboré. Aujourd'hui, on a le blues, le jazz, et ainsi de suite. Ça part exactement et précisément d'ici, de l'Afrique, d'accord? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Vous avez l'originalité quand vous faites de la musique moderne, quand vous allez puiser vos inspirations dans le traditionnel. Donc du coup, moi, en tant que musicien professionnel moderne, pour être beaucoup plus particulier, et j'ai dit, mais il n'y a pas meilleure source que ce que je suis. Donc je vais puiser dans moi, dans mon intérieur, dans mon village, dans ma culture, dans ma tradition, ce qui est génial, ce qui n'est pas commun. Vous voyez? Donc c'est du coup l'appel à tous les instruments traditionnels qui se jouent, à tous les rythmes traditionnels, à toutes les chansons traditionnelles qui sont exécutées dans ma tradition, dans ma culture. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, moi, avec un travail de longue haleine, ça m'a pris plus de 7 ans, ouais, pour travailler ces instruments, pour pouvoir les intégrer dans le moderne et de pouvoir les jouer dans n'importe quel style de musique, le jazz, le blues, la world music, dans n'importe quel type de musique, je peux jouer de ces instruments-là selon ce que je sens et selon ce que je veux, le résultat que je voudrais. Ah oui, voilà, j'ai aimé, comme vous dites, dans la tradition, plus tout cela, vous parlez un peu de chez vous, il faut aller à la source même puiser. Je sais que vous êtes béninois. Dites-moi, c'est dans quelle partie du Bénin? Comment est-ce que vous l'avez appris? C'est dans le couvent? Et au-delà, le côté culturel, on va revenir un peu là-dessus, pour peut-être, pourquoi pas, avoir quelques instruments. En fait, quand je parle de chez moi, je parlais de l'Afrique en fait. J'aime ça. Je parle de l'Afrique parce que il y a un travail qui a été fait. Je vais résumer très, très vite parce que vous voyez, quand vous prenez toute l'Afrique, les fondamentaux en termes de rythmique et en termes de sonorité, c'est presque les mêmes.
Je dirais c'est à 95% les mêmes. Les instruments avec lesquels on joue ces différents rythmes peuvent différer selon la région de l'Afrique dans laquelle ça se joue. Oui. Et les mélodies aussi selon les régions dans lesquelles ça se joue et aussi selon les rituels ou les cérémonies dans lesquelles ça se joue. Mais fondamentalement, la base rythmique, c'est la même chose partout en Afrique. Donc quand je parlais de chez nous, je parlais de l'Afrique. Maintenant, quand je vais dans ma région, il y a plus d'une centaine d'instruments qui existent. Oui, plus d'une centaine et plus d'une centaine de rythmes qui existent. Vous imaginez ce que ça fait? C'est énorme. Ah oui. Énorme. Et il y a un travail qui est fait et qui continue d'ailleurs de synthèse de ces instruments-là selon les régions. Ah oui. Parce que quand vous pouvez prendre une région, quand vous prenez par exemple le Bénin, vous voyez, dans le Bénin, il y a beaucoup de rythmes, selon que ce soit au nord, au centre, au sud, ainsi de suite. Quand je dis dans ma région, il faut comprendre qu'il y a plusieurs rythmes qui se jouent, parce qu'il y a plusieurs divinités, plusieurs rythmes, plusieurs cérémonies, plusieurs rituels, plusieurs fêtes, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est énorme, c'est vaste. Vous avez parlé de divinité, de rythme, de rituels, de cérémonies. C'est qu'il y a des instruments qui sont peut-être joués. Absolument. Dans le Bénin, il y a le sapata, le sato, le tchango, le ogun, le zangbeto, le egougou, le oro, et le brigade. Il y en a plein. Il y en a plein. Et puis, chaque divinité a sa particularité, a le rythme qui va avec, a les tambours qui vont avec. Absolument oui. C'est vrai que il y a une similitude quand vous prenez certains pays. Quand je dis certains pays, je parle de régions d'Afrique. C'est-à-dire quand vous prenez le Nigeria, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, ils ont des divinités qui sont semblables. Quand vous prenez le Shango par exemple, le Shango, il y en a au Nigeria, il y en a au Bénin, il y en a au Togo, il y en a au Ghana. Par exemple au Nigeria, il y a le Obatala, au Bénin aussi il y a le Obatala, il y a le Ogun, Ogun au Nigeria, au Bénin, au Togo. Vous voyez, même désormais aux États-Unis ou au Brésil, vous avez cette divinité-là qui existe. Donc du coup, les instruments qui sont joués sont toujours les mêmes sur cette trajet-là. Et ça peut différer un tout petit peu quand vous allez par exemple vers le Cuba ou la République dominicaine ou encore en Haïti. Vous voyez. Et quand vous prenez le sapata, le hevioso, vous avez toutes ces divinités-là ont les instruments qu'ils utilisent. Diababa, alors merci beaucoup pour la disponibilité. Parce que je voudrais maintenant, comme on l'a dit, nous allons maintenant écouter les quelques instruments, tout en n'ayant pourquoi pas une explication. On va découvrir un peu ces instruments dont vous avez la parfaite maîtrise. D'accord. Et ça, par exemple, c'est un tambour qui a plusieurs formes. Chaque tambour a un nom bien précis. On l'appelle le yaï ou apala. Lui, vous avez ça vous produit. Vous voyez? Ça vous produit des sons aigus, bas, c'est-à-dire ça peut tout ce qu'il vous faut pour parler, pour passer un message bien précis dans la langue Yoruba surtout. Dans des cérémonies de mariage, des cérémonies de deuil, des cérémonies d'inauguration, baptême d'enfants, machin, tout ça. Ce que je viens de jouer, c'est quand le roi veut sortir. Vous savez, on ne voit pas souvent le roi comme ça. Quand le roi doit sortir, il y a des instruments. Il y a le bata, le gangan, et qui prononce ces paroles-là que je viens de jouer. Et tout le monde sait que, il y a le roi qui vient et tout le monde se prosterne. Merci infiniment. Quel peut être le message à l'endroit de ces artistes qui, vous l'avez dit au début, peut-être savent pas qu'il faut puiser. Absolument. J'exhorte mes frères de chercher à savoir qui ils sont en fait. Et quand vous savez qui vous êtes, vous avez une personnalité, vous avez une identité, vous existez. Donc pour être soi-même, il faut aller à la maison, il faut aller au village et vous transporter tout ça dans votre musique. Et puis paf, avec un peu de travail, vous êtes excellent. Diababa, merci. Merci à vous aussi. Le sieur Komlan a été condamné à 7 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Lomé. Il est accusé de viol sur la mineure à Kouvi. Retour sur les faits avec Hélène Assabi dans Écho du Palais.
Le 14 décembre 2010, alors qu'il était seul dans sa chambre, le nommé Kodjo a fait appel à la mineure Akouvi, âgée de 5 ans, qu'il a envoyé lui payer un sachet d'eau. Quand celle-ci lui apporta l'eau dans sa chambre, le susnommé entreprit d'avoir des rapports sexuels avec elle. Il était en train d'abuser de la victime quand il fut surpris par son cousin Kossi qui le dénonça à la tutrice de l'enfant. En enquête préliminaire, comme à l'information, l'inculpé a nié les faits qui lui sont reprochés. Cependant, la dénonciation de son cousin a été corroborée par un médecin qui a reçu et soigné la fillette le 16 décembre 2010 et qui, ayant constaté l'absence de l'hymen, a conclu à l'effectivité de l'agression sexuelle dans son rapport médical du 20 décembre 2010. Entendu que ces faits constituent le crime de pédophilie prévu et puni par l'article 393 du Code de l'enfant, Kodjo fut condamné à 7 ans de réclusion criminelle. Du sport à présent, éliminatoire CAN Cameroun 2022, les éperviers du Togo jouent ce samedi au Caire contre les Pharaons d'Égypte. Le Togo a besoin d'une victoire pour se replacer dans la course. C'est ce que nous dit Fidèle Mawina. Une victoire, vous le dites si bien, oui. Mais il va falloir mouiller le maillot et bien le mouiller en attendant le match retour à Lomé le 17 novembre prochain. Dans ce groupe G, les éperviers sont bons derniers devant leur adversaire du jour, l'Égypte. On retrouve en tête de classement les Comores avec 5 points, suivi du Kenya 3 points. En cas de victoire face à l'Égypte, les poulains de Claude Leroy auront 4 points et passeront devant l'Égypte et le Kenya. Le schéma contraire propulsera l'Égypte en tête de classement à égalité de points avec les Comores. Pour cette troisième journée des éliminatoires, la Mauritanie a été tenue en échec par le Burundi, un but partout. Le Sénégal et la Guinée n'ont pas raté l'occasion de bien se positionner. Le Sénégal s'est imposé à domicile 2-0 face à la Guinée-Bissau et reste en tête du groupe I. La Guinée s'est défaite du Tchad 1-0 et prend la tête du groupe A. Cyclisme, auteur d'une saison sans la moindre victoire pour sa première année chez Cofidis, l'Italien Elia Viviani a expliqué sa saison ratée. Dans une interview à la Gazette dello Sport, l'homme aux 9 victoires sur le Grand Tour reconnaît qu'il est passé à côté de sa saison. « J'admets que je n'ai jamais été à mon meilleur niveau. Malgré tous les problèmes, j'aurais dû gagner au moins une course », a-t-il déclaré. Et puis, le pilote français Esteban Ocon veut rebondir pour permettre à Renault de finir sur le podium des constructeurs. Alors que la compétition débute ce week-end en Turquie, ce serait un chat noir que le pilote Renault traînerait toujours avec lui. Une compétition particulièrement remarquable et remarquée lors du dernier Grand Prix d'Émile-Aumagne. Il y a 15 jours que le natif d'Évreux n'a pas pu finir en raison d'une boîte de vitesse défaillante. Grogne sociale en perspective dans les secteurs de l'éducation et de la santé, le Forum national des jeunes filles leaders présidé par la présidente de l'Assemblée nationale, la visite des chantiers de réhabilitation des routes par Madame le Premier ministre et la validation de 15 indicateurs du Millennium Challenge Corporation MCC, voilà les sujets à la une des parutions cette semaine. Revue de presse, Léontine Atogima. Le Togo confirme son statut de réformateur en réalisant ce progrès écrit Vision d'Afrique, un tableau très élogieux qui vient encourager les efforts du chef de l'État dans sa politique d'engranger des points sur la carte de score instituée par le MCC, ajoute l'Union pour la patrie. Fornia Singbe invite les acteurs à maintenir le cap après ce résultat élogieux, martèle Togo Matin. Le grand quotidien national constate tout simplement que le Togo confirme son statut de pays réformateur en validant 15 indicateurs sur 20 de la carte des scores 2021. À la primature politique des grands travaux, Victoire Tomega Dogbe à la quête de plus d'efficacité dans l'exécution des chantiers
relate Togo Matin. En effet, la chef du gouvernement a visité mercredi le chantier de la Nationale 34, Lomé-Vaughan-Enfoin, pour se rendre compte personnellement de l'évolution des travaux poursuit le quotidien privé. L'évêque de la nation abonde dans le même sens et note que Madame le Premier ministre est préoccupée par l'atteinte des résultats. Entre satisfaction et regret, Victoire Toméga Dogbé remercie les populations pour leur patience, remarque Togo Réveil. Au Forum national des jeunes filles leaders, la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Tchegan, a appelé la femme togolaise à croire en elle-même, écrit Forum de la semaine. Nouvelle opinion renchérie, la présidente de l'Assemblée nationale invite la gente féminine à prendre conscience de son potentiel. C'était au cours de la première édition du Forum national des jeunes filles leaders tenu le 7 novembre dernier. Une initiative de l'ONG Cœur solidaire dans son programme L'excellence au féminin, explique l'hebdomadaire. Climat social tendu, imminence d'un mouvement d'humeur dans le secteur de la santé et de l'éducation, les enseignants en grève dès lundi prochain, alerte liberté. Le Fonds social en ébullition, la chef du gouvernement a fort à faire, indique la lanterne. Ceci à cause du bras de fer entre le gouvernement et syndicats des enseignants, ajoute le dialogue. La grève des enseignants qui se précise et la grogne des agents de santé. D'où viendra le salut, se demande le changement. Hors du Togo, les élections présidentielles aux États-Unis ont aussi retenu l'attention des Parisiens. Joe Biden, élu 46e président des États-Unis, titre La Dépêche. Battu à plate couture, Donald Trump dénonce de soupçons de fraude, relève le bâtisseur. Trump, dans une contestation ridicule, déplore écho du pays. Nécrologie pour finir, 2 anciens chefs d'État ont tiré leur révérence cette semaine. Amadou Toumani Touré du Mali et John Djiri Raolis du Ghana. Selon Togo Réveil, Fort Gnassingbé a salué la mémoire d'un patriote et un homme d'action qui était John Djiri Raolis. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce magazine Pluriel. Merci de l'avoir suivi.